Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à dans ce nouveau webinaire organisé par Lyon Place Financière. Vous avez noté qu'on ne dit plus et tertiaire, donc c'est le nouveau nom, Lyon Place Financière. Nous vous proposons un format aujourd'hui hybride, plutôt j'espère sympathique, puisque l'ensemble des intervenants sont physiquement présents dans cette salle du conseil du CIC Lyonnaise de Banque qui nous accueille, que nous remercions à cette occasion, avec une technique qui normalement devrait être parfaite. Ça y est, vous êtes 50 participants, on avait dit qu'on commençait à 50, donc on a le nombre requis, même si vous étiez beaucoup plus que 100 inscrits, et je pense que ça va encore monter. Donc bienvenue à tous. Je suis là en qualité de vice-président de Lyon Place Financière, donc ce webinaire s'inscrit dans le travail des commissions. Hein. Vous savez que chez Lyon Place Financière, on a beaucoup de commissions de travail, dont une qui est assez emblématique puisqu'elle est là depuis l'origine, c'est la commission financement et trésorerie, qui est coprésidée par Emmanuel Arabian et Didier Hamon. C'est une commission qui apporte beaucoup de valeur ajoutée, de réflexion sur ces sujets qui nous touchent tous et bien évidemment dans le rôle de donner de l'information auprès des entreprises sur les différents sujets. Dans cette période de confinement, on a travaillé des sujets qui vous ont tous intéressés, bien sûr. Dès la sortie du premier confinement, on a fait un webinaire sur les PGE, qui a été un grand succès au niveau, pas notre conférence, mais le produit PGE, hein, qui a été beaucoup utilisé et qui a permis, je pense, de passer ces 18 mois avec beaucoup d'agilité pour les entreprises, et heureusement, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, elles sont là et en bonne santé. Après, effectivement, se poseront d'autres questions, notamment, il y a eu un deuxième webinaire sur les plans de relance avec les obligations relance qui ont été un peu moins successful, on va dire. Et aujourd'hui, on voulait reprendre un peu la main pour vous parler à la fois de fonds propres, mais aussi des outils qui sont nécessaires pour travailler ces fonds propres. Et donc, l'objet aujourd'hui, c'est la partie LBO, qui reste un outil qui peut être utilisé pour différents sujets, bien sûr de transmission, mais pas que. Et on va en parler au cours de ce webinaire. Donc voilà un petit peu en termes d'introduction. Je vais vous présenter nos différents intervenants. Pour commencer, donc Didier Hamon, qui sera le premier à peu parler, banquier conseil corporate chez BNP Paribas, et donc qui s'occupe, comme je l'ai dit, de la commission, financement et trésorerie. Agnès Tixier, qui est à Lyon depuis maintenant 18 mois et qui est directrice exécutive au Crédit Mutuel Equity, une organisation qui change de nom tous les 6 mois, donc j'ai un peu de mal à me repérer, mais bon, ça y est, Crédit Mutuel Equity, en charge donc du bureau de Lyon, qui est très présent. Antoine Roux-Lécuyer, qui est Managing Director chez Natixis Partners, bienvenue. Et puis, bien sûr, une entreprise, parce que dans le cadre de nos commissions, dans nos interventions, on aime bien évidemment que l'entreprise témoigne, et le témoignage de l'entreprise est prépondérant et très significatif. Donc, on accueille l'entreprise Passman, avec ses deux dirigeants, Frédéric Lévy et Patrick Layani. Merci à vous d'être là et de témoigner. Ce n'est pas toujours simple de trouver des entreprises qui viennent témoigner sur des sujets financiers. On l'a vu sur le PGE, on l'a vu sur les obligations relance, et là sur la partie LBO. Et vous avez une histoire à nous raconter qui est passionnante, puisque vous en êtes à votre 3e LBO. Voilà, donc l'utilité du LBO n'est pas à démontrer. Je crois que c'est un produit qui existe depuis une quarantaine d'années. C'est vraiment un outil qui fonctionne, qui est utilisé. Donc c'était bien de faire un point d'actualité. Lyon Place Financière a déjà beaucoup œuvré sur les LBO. Il y a eu des publications, mais Didier, peut-être que tu peux nous représenter un petit peu cet outil, le remettre dans son contexte, et puis avant de faire un point général avec l'ensemble des participants. Merci beaucoup Guirec, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui sous un format un peu plus sympa que le format où chacun est seul devant son ordinateur. Et on est content de vous parler. Oui, effectivement, Guirec, le LBO, c'est un outil de transmission d'entreprise avec effet de levier. C'est la traduction littérale du mot leverage buyout. Comme tu l'as rappelé, c'est son essor en fait date d'une quarantaine d'années en Europe. Et effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que depuis ces 40 années, on a quand même vécu beaucoup de choses, hein, enfin, pas refaire toute l'histoire, mais beaucoup de cycles économiques, beaucoup de cycles financiers. Et le LBO est un outil qui résiste à tous ces cycles. Et le dernier, on va dire, événement en date, qu'est le Covid, le démontre bien, puisque 2021 est une année où on n'a jamais fait autant à la fois de M&A et de LBO. Ça prouve bien qu'effectivement, c'est un outil qui traverse les époques. D'ailleurs, je rappelle, et tu l'as dit, effectivement, il y avait un très bon ouvrage publié par Lyon Place Financière, et à l'époque et tertiaire, qui s'appelle 9 idées sur le LBO, qui est paru en mars 2019, qui est toujours disponible, hein, je vous recommande de lire, qui n'a pas beaucoup vieilli, enfin, dans sa trame et l'articulation de l'explication du produit, franchement, il n'a pas vieilli. Donc, je vous recommande de le revisiter si vous l'avez gardé, et de le demander si vous ne l'avez pas gardé. Bien sûr, on peut s'interroger en cette période
turnover rapide des opérations de LBO, on peut s'interroger sur le niveau des valorisations, on peut s'interroger sur plein de choses, mais voilà, force est de constater que le LBO est toujours là. Alors, et je pense que l'entreprise Passman présente aujourd'hui avec Frédéric et Patrick va vraiment bien en témoigner, puisque, comme tu l'as dit, ils en sont à 3. Je pense que c'est peut-être pas fini, enfin, ils en diront plus tout à l'heure. Et 3 situations à chaque fois différentes. Mais quelques rappels, peut-être pour démarrer, pour installer un peu ce webinaire. Sur le plan de la définition en tant que telle, donc je l'ai dit, transmission à effet de levier. Le LBO, en fait, c'est une famille assez nombreuse. On peut introduire une notion de LBI, c'est-à-dire que le management, c'est du buy-in. On peut introduire une notion de LMBO, LBO avec du management, un BIMBO, buy-in, manager, buy-out. Enfin, il y a des tas de nomenclatures qui existent. Mais globalement, c'est une famille, on va dire que c'est une famille qui s'appelle, on va le dire comme ça, qui s'appelle le LBO, et qui se décline en fonction des situations qui peuvent se présenter. Ce qui est intéressant également, rappeler rapidement, c'est que la Banque Centrale Européenne, qui est notre grand régulateur, nous en tant que banquiers, en fait, elle voit un peu plus large, parce qu'en fait, ce qu'ils réglementent, eux, ce qu'ils régulent, ce sont les opérations à effet de levier, donc un spectre un peu plus large que le simple LBO, avec deux critères principaux, pas les seuls, mais les principaux, qui sont le niveau de ce qu'on appelle le levier, donc le niveau de dette nette sur EBITDA, qui est calibré à 4 en l'occurrence, et la nature de l'actionnaire, en fonction de savoir si l'entreprise est ou non détenue par un fonds d'investissement ou pas. Il y a d'autres points, mais ce sont les 2 points principaux. Et puis je pense qu'il y a un point également qui est important à définir dans la notion de LBO, c'est qu'on fait cohabiter, par définition, de la dette qu'on appelle, ce qui n'est pas péjoratif, improductive, c'est-à-dire de la dette qui n'est pas dédiée à l'exploitation de l'entreprise, mais dédiée à sa transmission, et la dette productive, puisque l'entreprise doit, bien sûr, en maintenant de la transmission, continuer à vivre, à investir. Et donc, il faut bien faire cohabiter ces deux dettes. Donc, voilà à peu près pour la définition et le paysage rapidement brossé du LBO. Ce qui est important également à rappeler, je pense que ça introduira bien la suite du webinaire, c'est l'écosystème du LBO. Alors, ce que j'appelle l'écosystème, ce sont les acteurs qui viennent, en fait, mettre en œuvre ce LBO, et c'est pour ça qu'on est organisé comme ça ce matin avec du M&A, parce que le conseiller M&A en fusion-acquisition, finalement, est à l'origine de la transaction, en aidant les actionnaires à réfléchir sur leur avenir. Bien sûr, les managers, qui ne sont pas forcément des actionnaires, mais qui peuvent l'être également, comme aujourd'hui, qui sont bien sûr essentiels pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise. Des investisseurs financiers, nous, bien sûr, qui viennent appuyer les fonds propres nécessaires à l'opération en particulier et à la vie d'entreprise en général, bien sûr. Des financiers, des financeurs, des gens qui distribuent du crédit, qui sont très importants, et Agnès reviendra tout à l'heure là-dessus, en amont du projet pour pouvoir calibrer le niveau de dette que l'entreprise, le modèle économique de l'entreprise est capable de supporter, et des financeurs qui sont aussi en exécution pendant la transaction et après la transaction, puisque la dette, bien sûr, va vivre aussi longtemps que l'opération vivra. Et bien sûr, je n'oublie pas tous les conseils externes qui sont liés à ces opérations, avocats, notaires, auditeurs, experts comptables. J'ai oublié peut-être ce point de suspension, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir. Et comme toujours, on le dit à chaque fois, pour faire une belle opération, quelle qu'elle soit, il faut être bien accompagné. Voilà. Donc pour cet écosystème, nous avons avec nous aujourd'hui, et Gary, je vais te repasser la parole là-dessus, les acteurs qui en font partie. Merci Didier. Justement, en parlant d'écosystème, un des principaux acteurs, ça reste les entreprises quand même, et qui sont au cœur effectivement de cet écosystème. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on accueille l'entreprise Passman, qui est le leader français des solutions numériques et à destination des établissements d'hébergement et de santé. Et nous sommes impatients, bien sûr, d'entendre votre témoignage. Et donc, avant peut-être de parler des opérations financières, il serait peut-être bien de nous présenter l'entreprise. Et donc, je vais laisser la parole à Patrick Layani. Merci, Guérec. Merci de nous... Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de nous laisser nous exprimer sur notre expérience entrepreneuriale et sur les différentes opérations que nous avons menées. Alors, avec Frédéric, nous avons créé Passman en 1995. Bon, l'objectif de cette association, c'était déjà d'une part de travailler ensemble, puisque pour la petite histoire, Frédéric, c'est mon neveu, et nous avons 1 an d'écart. Donc on a souhaité travailler ensemble et il a fallu ensuite trouver un produit. Donc bon, on a trouvé un produit à l'époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, c'est le Publiphone, le point phone. Et ce qui nous intéressait par rapport, c'était pas tellement le produit qui nous intéressait au début, puisqu'on n'avait pas cette notion de ce qui nous intéressait, c'était surtout la récurrence. Et quand on a trouvé ce point phone, on s'est dit bon, on a un produit,
On va l'adresser à une clientèle qui s'appelle les CHR, particulièrement les hôtels. Et on va l'installer dans le cadre d'un modèle économique récurrent. Donc on achetait notre produit, on le mettait à disposition des hôtels et en contrepartie, on touchait un loyer. C'est un modèle économique qui subsiste, qui tient encore aujourd'hui, qui fait partie de notre ADN, c'est la récurrence. Donc, on prenait notre téléphone, notre voiture, on allait installer ces produits, bref, ça a duré quelques années. Et très vite, on a eu une rupture technologique. On a connu notre première rupture technologique 1 an et demi après, Frédéric, hein, quasiment 1 an et demi après. Et là, on se posait des questions. Internet arrivait sur le marché, la téléphonie mobile aussi. Bon, après réflexion, on s'est dit, il existe le Publiphone, le point phone. On s'est dit, on va créer la borne Internet. Et effectivement, on a développé un logiciel, on a fait développer par une petite entreprise un logiciel de gestion qui gérait Windows et le temps passé sur Internet. Et on a créé ce qu'on a appelé, on avait même déposé le nom à l'époque, on était content, on avait déposé ce nom, ça s'appelait le Publinet. Donc, on en a commercialisé toujours pareil dans le monde des CHR, le Publinet, ce qui nous a permis d'augmenter ce modèle économique et d'avoir une récurrence de plus en plus importante. Bon, ça c'est l'histoire de l'entreprise, on s'est développé, et maintenant on peut quasiment dire qu'on est leader dans le digital au sein de l'hôtellerie, en ce sens que jusque maintenant on avait notre fer de lance, le business corner, le Publinet, c'est devenu le business center dans le monde de l'hôtellerie. On a installé 2 ou 3 000 positions sur ce type de produit, notamment chez Accor, puis chez d'autres bien sûr, chez d'autres hôteliers. Maintenant, on en est à un stade où on a un peu dépassé le stade du Publinet, c'est la connexion Wi-Fi que tout le monde connaît, dont on a besoin dans le monde de l'entreprise. Donc on détient actuellement en France, puisque à la base Passman est une société lyonnaise, on peut dire qu'on est une société française maintenant, on a eu un peu plus d'ambition, on détient 30% du marché du Wi-Fi en France. Et on est référent dans le digital au niveau national, puisque avec Internet, on fournit la télévision numérique, on a cross-sellisé, on fournit la télévision numérique à nos clients, tout simplement ce qu'on a chez nous, donc Internet, la télévision et également la téléphonie. Donc on fournit ces 3 types de prestations au monde de l'hôtellerie. Voilà l'histoire de Passman. Alors maintenant, ce que l'on essaye de faire, c'est pareil, cross-selliser, rajouter des produits au sein de notre gamme de façon à apporter un service plus à nos clients. Merci Patrick. Donc maintenant, on va peut-être aborder le cœur du sujet avec Frédéric Lévy. L'histoire finalement financière de ces 10 dernières années avec ces opérations de LBO, pourquoi, comment et comment ça s'est passé. Disons qu'avant de parler des 10 dernières années, je vais vous parler des 15 premières, si vous me permettez. Juste pour vous dire que quand on a créé l'entreprise, on était 2, 3 même, et une personne qui nous a rejoint, c'était une micro-entreprise, pas une start-up. Et on a mis, entre le 95 et 2010, on est passé de 0 à 9 millions 4 de chiffre d'affaires, sur la base de nos possibilités propres et en enrichissant chaque année avec les résultats que l'on faisait. Donc on avait un très grand souci de la rentabilité dès le départ. On n'avait pas le droit d'être déficitaire, sinon les banques ne nous auraient pas suivis à ce moment-là. On n'était pas une start-up. Donc ça, c'est un point important. Et après, en 2009, on s'est dit, on sentait que la mayonnaise prenait, on était plus sûr de ce qu'on faisait. On avait signé un grand compte à l'époque, c'était Accor sur justement ce que disait Patrick sur le Publinet. Premier succès grand compte qu'on ait eu. Et on s'est dit, là, c'est peut-être le moment maintenant de rentrer un actionnaire. Et donc, on s'est posé, on y est allé. Donc, et entre 2010 et aujourd'hui, avec 3 LBO, parce qu'on en a fait 3, un en 2010, un en 2014 et un en 2019, on est passé de 9,7 millions. Alors, en fin d'année, là, on sera sans doute entre 33 et 34 millions d'euros de chiffre d'affaires. Groupe Passman. Donc ça n'aurait pas été possible, je le dis sincèrement, je ne pense pas qu'on aurait pu mener cette croissance si on n'avait pas ouvert le capital à des actionnaires. Et donc,
Ça a été une belle croissance, mais on avait besoin donc, des investisseurs. Ils nous ont aidés dans la structuration, dans la mise en place de la stratégie, à plein de niveaux et à des moments différents. Patrick détaillera un peu plus avec l'apport de chaque LBO, mais chaque LBO nous a apporté. Durant cette période, on a réussi, entre 2010 et aujourd'hui, à maintenir un EBITDA donc de 37% du chiffre d'affaires. Donc pareil, on a toujours été régulier, je dirais, à ce niveau-là, et ça a été, c'est pas simple chaque année, mais voilà, c'est une chose à laquelle on arrive. Et comme me disait Patrick, on a développé, en partir de 2010, on a pu développer d'autres produits, d'autres solutions que nous on a apportées auprès de nos clients pour étendre et cross-selliser l'offre, donc avec ce que disait l'IPTV, la télévision interactive, dans l'hôtel, vous êtes accueilli par la télé. Le Chromecast, c'est moyen aujourd'hui, ça c'est plus récent, c'est la possibilité d'envoyer son contenu de son iPhone sur la télévision. Ça, on connaît ça au niveau personnel aussi, c'est quelque chose qu'on utilise. Et puis on est encore en dynamique, je dirais, et on va lancer un nouveau produit qui va nous orienter encore un peu différemment, ce qui est un produit qu'on a baptisé, nous, Pass Énergie. En fait, c'est une solution basée sur le Wi-Fi et la domotique qui va nous permettre de proposer à l'hôtelier d'économiser jusqu'à 30% de sa facture. Frédéric, c'est secret, ça. C'est secret. Bon. Voilà, on est en petit comité, avec combien ça a augmenté un peu le nombre 71, ouais, 71. Bon. Voilà, donc ça c'est donc tout ça s'est fait. Si on n'avait pas les investisseurs, on aurait été moins serein pour le faire. Hein. Voilà, donc pour résumer. Merci pour cette introduction aussi, co-introduction. Donc si on parle maintenant des opérations financières, et si on les détaille un petit peu, 2010, OBO, 2014-2018, sponsorless et croissance externe, 2019, LBO majoritaire. Comment vous avez vécu tout ça et comment ça s'est enchaîné? Quelle relation avec vos actionnaires? Et finalement, ça s'est bien passé ou pas? Oui, et ça continue à se passer de la meilleure des façons qui soit. Déjà, dans un premier temps, on a eu la chance on a travaillé avec, à l'époque, c'était De Groove. On a travaillé avec De Groove, une société qui faisait à Lyon du M&A. Je remercie Bertrand Manet qui fait plus partie du monde qui est à la retraite, me semble-t-il, maintenant. Oui, qui est à la retraite, il est toujours là, mais il est à la retraite. Ah, il est toujours présent. Bon. Et on a pitché auprès d'une vingtaine de fonds et on a eu la chance de rencontrer une société que tout le monde connaît sur la place de Lyon, c'est Ronald PME, Ciparex. Et à ce sujet, d'ailleurs, on remercie Cyril Fromager parce que quand on les a rencontrés, on était une entreprise, des associés, un directeur financier, on essayait de se développer. Et on n'avait pas cette maturité qui fait que un conseil de surveillance, il faut savoir se présenter, il faut savoir présenter des chiffres, faire un prévisionnel, tenir des comptes, rencontrer des banquiers, parce que c'est important de rencontrer tous ces banquiers simultanément, présenter nos chiffres, tout ce qu'on demande dans le cadre d'une opération LBO. Alors, Ciparex, on a eu la bienveillance de Ciparex, parce qu'au début, Ronald PME, je ne sais pas quoi dire, Ciparex, Ronald PME, on a eu cette bienveillance qui a fait que derrière, on a pu grandir avec ces gens-là. Et très rapidement, au bout de 4 ans, puisqu'on a quasiment fait nos opérations tous les 4 ans, on a fait une seconde. Alors la première opération, on a fait ce qu'on appelle une opération de cash out et de structuration de l'entreprise. Alors psychologiquement, pour un dirigeant, ça nous met un peu ça nous met en mode sécurité. Ce qui veut dire on se sent un peu plus téméraire parce qu'on a l'impression d'être, et puis c'est vrai, on est plus solide parce qu'on a assisté par un fonds. Et lors de la deuxième opération du deuxième LBO en 2018, là, avec Frédéric, on avait un peu plus de notions financières, même beaucoup plus, et on s'est relué au capital. On est remonté au capital de Passman. On a eu la chance de rencontrer des gens très bien aussi qui sont toujours au capital aujourd'hui. Il s'agit à l'époque, il s'appelait Actomez. Bon, je salue Stéphane Bergès pour ceux qui le connaissent. Ça s'appelait Actomez, ça s'appelle Andera maintenant. Et là, on s'est relué au capital. On avait confiance en nos produits, confiance en la structure. Et avec Ronald PME, cette dimension, on avait une dimension Ronaldpine. Avec Andera, on a eu l'impression de grandir un petit peu, ce qui
correspond peut-être à une réalité ou c'était peut-être que psychologique, mais on a eu l'impression de prendre une dimension nationale et on a bénéficié parce que une société qui fait du LBO a un portefeuille d'entreprises au sein de ses investissements. Et Andera nous a permis de croiser avec différents investissements qu'ils ont faits et gagner des parts de marché. Ils nous ont présenté des gens comme Bellambra, au sein duquel on est aujourd'hui référencé et très présent commercialement. Ils nous ont présenté des gens comme Club Med Gym qui sont équipés chez nous et d'autres, Philogéris, etc. La liste est longue. Ils nous ont présenté plusieurs clients, ce qui nous a permis aussi de grandir et de développer notre chiffre d'affaires. Et là, c'est pareil. Des gens comme Andera nous ont aussi aidé à nous structurer, à être encore plus précis financièrement, calculer nos marges, parler d'EBITDA, parler de run-off, parler de tous ces mots qui nous étaient inconnus en tant que chef d'entreprise, parce qu'à l'époque, on regardait notre trésorerie, on se sentait fort avec beaucoup de trésorerie, mais ce n'est pas suffisant. Et ces gens nous ont permis de nous structurer encore plus pour faire une nouvelle opération en 2018 avec une société qui porte bien son nom, qui s'appelle LBO France. Et, LBO France, post-Covid, est venu à nos côtés. Et là, on a fait une opération au sein duquel nous sommes devenus minoritaires. Donc si je devais récapituler, la première opération, on apprend. La deuxième, quand on a pris, on se reluit. Et la troisième, on vend un peu plus de parts et on devient minoritaire. Donc voilà le parcours, puisqu'il s'agit de LBO, le parcours de Passman. Et la chance que nous avons d'avoir un partenaire comme LBO, c'est de pouvoir supporter une période Covid en toute sérénité, ce qui fait qu'on a aussi travaillé et on ressort plus fort de ce type de période. Et comment vous avez vécu ces périodes avec votre actionnaire, à la fois minoritaire, majoritaire, reminoritaire? Il y a eu de la part de nos investisseurs beaucoup de bienveillance, et de bienveillance, d'assistance, alors pour certains commerciaux, d'assistance commerciale, pardon, et pour d'autres psychologiques, parce que ce n'est pas évident de traverser une période comme le Covid, de dire à nos collaborateurs, puisqu'on a une centaine de collaborateurs maintenant, de dire à nos collaborateurs, écoutez, on rentre chez soi, on va travailler de chez soi, c'est très dur pour un chef d'entreprise de tenir ce langage et d'avoir ces propos. Il a fallu le faire, on a passé ces périodes. Alors, on n'est pas resté inactif pendant ces périodes parce que, grâce à nos investisseurs, notamment Andera, avant de faire notre troisième opération, on a fait, alors jusque Andera, on faisait de la croissance organique. Et grâce à Andera, on a pu faire notre première croissance externe qui nous a amené à être, on n'était plus Passman Rhône-Alpes, on est devenu Passman France, ouais, Passman France. Et lors de notre troisième LBO, on a fait la croissance, on a encore fait une croissance externe. Et là, ce qui nous permet d'accélérer parce qu'on a acheté une technologie, on a voulu être plus performant, donc on a pratiqué l'acquisition d'une croissance, et là, dans laquelle on est devenu majoritaire. Une société qui s'appelle Tactique en Belgique, donc on est devenu le groupe Passman. C'est pour ça que Frédéric évoque 35 millions de chiffre d'affaires, donc 9 millions, 20 millions, 35 millions de chiffre d'affaires sur 3 LBO. Et c'est une belle démonstration pour nos confrères chefs d'entreprise parce que quand on arrive à assumer, puis à avoir des fonds qui ont la bienveillance et la gentillesse et l'assistance que nous avons eue, on développe une entreprise avec beaucoup de sérénité. Très bien, merci. Donc on voit effectivement que c'est des opérations qui ont permis d'accompagner le développement de l'entreprise. On n'est pas uniquement dans des cas de cash out, mais vraiment d'accompagnement, de renforcement de fonds propres pour pouvoir faire de la croissance organique et externe. Alors cela dit, c'est bien aussi le cash out puisqu'on a fait aussi 3 opérations de cash out. Ça fait partie de l'outil, du LBO. En tous les cas, merci pour cette présentation et cette histoire qui n'est pas finie, j'ai bien compris, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc on a parlé des intervenants qui sont nécessaires dans cet écosystème du LBO. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir à la fois un conseil M&A, un banquier qui est toujours important dans ces opérations et bien sûr un private equity. Donc je vous propose de commencer par la partie conseil M&A mais accompagnement de l'entreprise, celui qui peut effectivement guider sur ces opérations avant qu'elles soient mises en œuvre. Antoine. Oui, merci Guirec. La question qui était posée, c'est est-ce qu'il faut un conseiller M&A dans ce type d'opération?
Ma réponse, bien sûr, est oui. Et j'ai entendu Patrick et Frédéric raconter leurs histoires. Je crois qu'ils ont fait 3 opérations et ils ont à chaque fois été accompagnés. Et je crois que c'est important pour les chefs d'entreprise d'être accompagnés par un conseiller M&A, déjà pour réfléchir avec eux sur la typologie d'opérations qu'ils souhaitent mettre en place, parce que le LBO, comme l'a dit Didier, c'est un outil, mais un outil qui est au service d'un projet d'entreprise, et qu'au jour d'aujourd'hui, les entreprises rencontrent des phases de développement dans lesquelles la réponse n'est pas forcément la même. On a vécu avec Passman, avec une première opération minoritaire, avec un partenaire financier de proximité, je dirais, un deuxième qui a accompagné un développement plus national, et puis un troisième qui est majoritaire. Donc on est dans un écosystème dans lequel le métier s'est à la fois professionnalisé, c'est structuré, c'est organisé, et pour lequel il est important de bien connaître cet écosystème et de le partager avec nos clients pour pouvoir les orienter vers le meilleur partenaire. Donc, pour nous, conseillers M&A, le plus important, c'est avant tout de réfléchir avec nos clients sur leurs problématiques, sur le pourquoi monter un LBO, parce que le LBO n'est pas toujours la meilleure solution dans le cas d'une problématique. On rencontre fréquemment des dirigeants qui veulent vendre l'intégralité de leur société, soit pour partir à la retraite, soit parce qu'ils veulent faire autre chose. Bon, auquel cas, le LBO n'est pas forcément la meilleure solution si, en interne, on n'a pas une équipe de management capable de reprendre l'entreprise. Donc, fréquemment, dans nos process de M&A, on fait ce qu'on appelle un dual track, c'est-à-dire qu'on va à la fois interroger des acquéreurs industriels capables de reprendre 100% de l'entreprise, mais également des partenaires financiers qui peuvent accompagner un projet autour des managers. Donc cette étape de préparation, entre guillemets, du cahier des charges, elle est pour le conseiller M&A extrêmement importante. Didier le rappelait, en 40 ans, le LBO est devenu une véritable industrie. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui est à disposition des entreprises pour les financer leur développement, financer leur transmission. Et qu'aujourd'hui, les statistiques montrent que sur les entreprises de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, environ la moitié se transmettent sous forme de LBO. Donc c'est vraiment devenu un outil qui sert à pérenniser les entreprises et à les transmettre. Et pour cela, il y a besoin de partenaires financiers qui accompagnent soit des fondateurs, dirigeants comme Frédéric et Patrick pour accélérer leur développement, soit pour accompagner les équipes de management qui n'ont pas les moyens de racheter l'entreprise dans laquelle ils travaillent, mais qui peuvent, au travers d'une opération de LBO, garder le contrôle du développement de l'entreprise en étant associés des investisseurs financiers qui sont là pour quelques années, et Agnès nous en parlera tout à l'heure. Voilà, on m'a demandé de citer une expérience sur laquelle nous avons eu le plaisir d'accompagner récemment un dirigeant, parce que ce qui finalement est important, c'est les expériences et puis surtout les expériences réussies. On a travaillé au cours de l'année 2020 avec une société de la région lyonnaise qui s'appelle Delta Service Location, qui est une PME de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avait fait l'objet d'une première opération de LBO en 2017, opération qui avait permis à un oncle de transmettre une partie du capital de l'entreprise à son neveu. Voilà, donc dans un premier temps, avec des partenaires financiers qui étaient majoritaires au capital, puisque le neveu et le management n'avaient pas les moyens de devenir majoritaires. Et en 2020, une nouvelle opération est intervenue qui a permis au management et au neveu de prendre le contrôle. Donc pour moi, vraiment l'outil LBO est vraiment au service de ce type d'opération qui doit permettre, dans la vie de l'entreprise, de pouvoir accompagner un projet de développement. Merci Antoine. Donc effectivement, un rôle de conseil qui est important dans toutes ces opérations, quel qu'il soit. Bien sûr, il y a des conseils M&A et on verra tout à l'heure aussi que le banquier peut jouer ce rôle. Mais on va s'appuyer maintenant sur la partie private equity, les fonds d'investissement d'une façon générale. Et donc Agnès, est-ce que tu peux nous dire un peu comment Crédit Mutuel Equity intervient et comment personnalité des fonds peut accompagner dans le cadre des LBO? Oui, alors je voudrais tout d'abord réagir par rapport au cash-out dont parlait Patrick tout à l'heure. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant des introductions en bourse. À l'époque, c'était le second marché et c'était notre façon en fait de commercialiser en fait des introductions en bourse. On disait aux dirigeants, c'est la seule façon pour vous en fait de monétiser en fait votre participation dans la société. Et les montages financiers ont évolué, donc avec une part de plus en plus active, donc des fonds de private equity, et encore plus active avec les effets de levier maintenant que proposent en fait les montages LBO.
Donc pour revenir sur l'exemple de Passman, je vous écoutais, vous êtes vraiment l'exemple d'entreprise adaptée donc, au LBO, c'est-à-dire une entreprise qui maîtrise son marché, qui connaît parfaitement son marché, qui sait capter en fait la croissance de son marché. Vous avez connu donc une croissance du chiffre d'affaires organique à laquelle vous avez associé donc une croissance par croissance externe. Vous avez également donc un niveau d'EBITDA, vous citiez 37% d'EBITDA, donc qui permet en fait de financer de la dette. Et vous avez surtout, je le dirais vraiment en le mettant vraiment en avant, la confiance de vos partenaires. C'est-à-dire que vous avez réalisé en fait ces montages en faisant intervenir donc successivement en fait les mêmes partenaires. Et ça c'est un point important. En fait, c'est un des facteurs en fait du succès en fait des montages LBO. Alors l'association donc du LBO au fonds de private equity, en quoi cela a du sens? Donc c'est tout à fait intéressant en fait donc, dans notre métier d'utiliser donc les LBO, en fait le recours à la dette LBO lorsque l'on fait ce que l'on appelle maintenant en fait des montages d'apport-cession. On en fait de plus en plus. Dans le cadre de ces montages, donc nous allons valoriser donc l'entreprise existante et nous allons chercher donc à faire de la création de valeur par un effet de levier par la dette LBO. Et dans le cadre donc de ces montages avec création de NewCo, en fait, on a à la fois donc la possibilité, avec les fonds propres que nous apportons et les quasi-fonds propres que nous apportons, donc de donner une solution de cash-out pour les dirigeants, si c'est la problématique, de faire rentrer donc les managers à travers donc une manco ou bien à travers des actions gratuites, tout simplement. La possibilité également donc de financer donc une opération de croissance externe, mais également, tout à l'heure Didier, tu citais la dette productive et la dette improductive, on le voit de moins en moins puisqu'on refinance également de la dette existante donc, qui existait pour la croissance organique de l'entreprise. Donc à travers ces montages, en fait, on arrive très facilement, à partir de l'instant où la société a les métriques en fait, pour les réaliser, donc à satisfaire un grand nombre en fait, de participants donc, à l'opération. Alors, pour que ça marche, il faut plusieurs choses. La première des choses, c'est de bien évaluer, donc bien évidemment, donc l'entreprise, son contexte, son marché, les perspectives de croissance de son marché, mais également donc de s'appuyer sur la direction financière de l'entreprise et les partenaires comme Antoine en fait du M&A pour pouvoir en fait bien comprendre la création de cash. Tout à l'heure, cash is king, on voyait le cash, mais si c'est le cash du BFR, c'est pas le même cash en fait que le cash de la profitabilité. Donc, en même temps qu'on mesure le niveau d'EBITDA, on mesure également le free cash flow en fait que va dégager l'entreprise et quelles sont en fait les métriques de son free cash flow pour s'assurer ensuite de faire l'effet de levier qui va bien, donc entre les fonds propres, les quasi-fonds propres comme des obligations convertibles, des obligations à bon de souscription d'actions et ensuite donc la dette LBO que l'on va paramétrer donc avec les partenaires comme Didier, avec une partie amortissable et une partie in fine. Donc, pour cela, il faut que les différents partenaires s'entendent bien, se comprennent, se fassent confiance, parce que les cycles ne sont pas toujours à la hausse. Et il faut savoir aussi comment on adaptera à un moment donné donc, le montage par rapport à un cycle qui peut se montrer en fait un peu plus compliqué que celui qu'on avait initialement prévu. L'avantage également du LBO et aujourd'hui d'un marché en fait qui est très actif chez le private equity et chez le LBO, c'est qu'on arrive maintenant à accélérer en fait la croissance des entreprises, encore une fois, qui sont leaders sur leur marché. Très bien, merci. Puis il y a eu pas mal de réussites dans la région, d'accompagnement. Oui. Alors oui, c'est une chose que je voulais souligner. Crédit Mutuel Equity donc, réalise environ 500 millions d'investissements en fonds propres tous les ans. 50% en fait de nos montages sont des réinvestissements dans les sociétés dans lesquelles en fait nous sommes déjà associés. Et ces montages se font très souvent donc à travers des montages LBO. J'ai deux exemples ici dans la région. J'ai l'exemple en fait de Charles et Alice, qui est un très gros LBO, qui a permis en fait à Crédit Mutuel Equity, qui était à l'origine majoritaire, qui est passé minoritaire, de redevenir majoritaire en fait aux côtés des dirigeants donc dans cette société avec une opération en fonds propres pour notre groupe de 100 millions d'euros. Et puis j'ai un exemple plus petit, c'est la société en fait Intech, qui est une société qui fait une trentaine de millions de chiffre d'affaires, qui grossit exclusivement par croissance externe et que nous accompagnons donc à travers donc fonds propres et dettes de financement structuré de type LBO. Très bien.
Donc on voit que la dette et les fonds propres, c'est pas antinomique et ça travaille ensemble. Au contraire, c'est de la création de valeur. Très bien, merci Agnès pour ce tour d'horizon de la partie private equity, donc on voit qu'ils sont le levier important dans ces opérations. Mais effectivement, les fonds propres, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il faut mettre aussi un peu de dette et c'est le principe du LBO. Donc Didier, sous ton regard de banquier, aujourd'hui pas de pilote de la commission trésorerie, comment tu vois les choses et comment tu interviens dans ces opérations? Est-ce que le banquier finalement est toujours un peu frileux sur ces opérations? J'attendais la question de Guirec que je n'ai pas préparée, bien sûr. Merci Guirec pour cette question et ce passage de témoin. Oui, je crois que, je ne sais pas si j'ai encore des choses à dire, parce qu'entre le témoignage des dirigeants de Passman, Frédéric et Patrick, d'Antoine et d'Agnès, ce que j'avais dit en introduction, beaucoup de choses ont déjà été dites. Et j'ai envie de reprendre notamment les propos d'Agnès sur le travail en équipe. Enfin, c'est un écosystème, le LBO, mais c'est un travail d'équipe. Et finalement, tout le monde a besoin de tout le monde. Et pour reposer dans cette question, Guirec, moi j'irais plutôt l'inverse. C'est d'abord la dette, ensuite les fonds propres. C'est-à-dire que c'est effectivement en fonction du projet, le cœur du sujet c'est le projet, le cœur du sujet c'est vous messieurs, c'est vous l'entreprise, c'est vous le modèle économique qui nous permet de bâtir des beaux ouvrages. Et donc ce cœur de projet va nous permettre de déterminer une première brique fondamentale au projet, qui est la capacité d'endettement de l'entreprise. Et ça c'est quelque chose qu'on doit tous partager ensemble, puisque c'est ce qui va bien sûr guider à la fois la trajectoire en M&A, en investissement, et surtout la trajectoire de l'entreprise et de son management. C'est quel poids de dette je peux supporter, et c'est en fonction de ce poids de dette qui va intégrer bien sûr les objectifs patrimoniaux des actionnaires dirigeants, mais également les besoins d'investissement et également les besoins de remboursement de la dette de transmission. Et c'est de ce niveau de dette qu'on va déterminer de quel niveau de fonds propres on a besoin. Voilà. Et bien sûr en respectant les objectifs de rentabilité de chacun dans les opérations. Donc ça c'est vraiment un point important. Donc le financement c'est un sujet qui est clé, c'est une première brique le plus souvent. C'est un accompagnement mais en équipe du projet pendant toute la durée du projet, et même un peu plus, puisque après il faut que la dette vive bien sûr, et qu'elle vive avec des événements. Vous avez tracé 25 ans d'histoire, dont 10 ans sous LBO. 10 ans, ça nous ramène à 2010. 2010-2021, on parle du Covid, mais il y a eu d'autres événements aussi, que j'ai en tête, notamment début des années 2010. Voilà, et donc il faut que tout cet équipage, tout cet ouvrage fonctionne. Et donc le financement, quelque part, c'est comme un petit peu un ciment aussi de cette aventure qui est une transmission et qui est un LBO. Donc voilà, donc un projet qui est moteur, un management qui est essentiel, et une équipe pour soutenir ce projet, avec effectivement un bon calibrage des dosages, pour, comme l'a dit Agnès, pouvoir vivre et traverser les bons moments et les moments plus compliqués. Justement Agnès, est-ce que c'est dans cet ordre-là ou ça peut être dans un ordre différent des opérations? L'ordre différent des opérations, c'est par rapport rapport à la dette, réaction. après les fonds propres. Voilà, alors j'allais dire exactement l'inverse. Donc, merci semblait, Guirec de me poser la question. Mais effectivement, j'ai fait un peu la moue en te regardant Didier. Alors nous, on va faire effectivement le montage dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait en regardant le niveau, on va chercher à maximiser notre plus-value aussi par rapport, puisque on le dit, les délais sont quand même malgré tout de plus en plus court, même si on est des investisseurs longs dans notre philosophie, on s'aperçoit en fait que les opportunités de marché font que les entreprises en fait revoient très rapidement en fait des montages au bout de 2 voire 3 années. Donc de notre côté, effectivement, on va calibrer le niveau de fonds propres et puis voir la dette que l'entreprise va être capable de supporter. Tout à l'heure, je citais les quasi-fonds propres. Donc à notre niveau, on va être capable de mettre également donc, de l'obligation convertible, voire de l'obligation simple. Et puis ensuite, au niveau de la dette, interviendront des médiateurs. On a cette dette que l'on appelle la dette ABC et que l'on va calibrer suivant la capacité donc, de création de cash en fait, de l'entreprise avec le BP en fait qu'elle nous aura fourni. Et puis il y a malheureusement des cas où on se retrouve en compétition avec uniquement en fait des fonds de LBO purs et des entreprises en fait qui font ce que vous avez fait à un moment de votre parcours, donc des opérations sponsorless. Et là, je vais dire, on s'incline quoi. Si l'entreprise est capable en fait de faire ce financement sans fonds propres, ça ne lui apporte pas les mêmes conseils, ça ne lui apporte pas les mêmes partenaires, mais ça peut exister et là, ça prouve quelquefois la très belle performance de l'entreprise.
Antoine, une réaction là-dessus, sur le partage entre la partie dette, fonds propres, et comment ça s'organise et à quel moment? Alors, oui, bien sûr, parce que ce qu'évoque Agnès, c'est que le marché aujourd'hui, post-Covid, est extrêmement dynamique, hein, en fusion-acquisition, mais private equity. J'en veux pour preuve que dans le Figaro du jour, il y a un article qui indique 2021, année de tous les records pour le capital investissement, et que les chiffres cités dans l'article sont absolument astronomiques, puisqu'on parle au niveau mondial de plus de 1700 milliards de dollars d'argent disponible dans le private equity pour s'investir dans les entreprises. Donc oui, aujourd'hui, il y a une vraie concurrence entre la dette, le fonds propre, les outils intermédiaires de mezzanine. Et là encore, je pense que c'est le rôle du conseil avec les dirigeants de faire un cocktail qui fonctionne bien par rapport aux souhaits des dirigeants et des actionnaire. Voilà, donc énormément d'argent disponible. Donc ça a forcément directement, et on ne l'a pas évoqué ce matin, un impact sur les valorisations, puisque les niveaux de valorisation des entreprises n'ont jamais été aussi élevés aujourd'hui, puisqu'on est en moyenne à environ 11 fois l'EBITDA, que ce soit sur des opérations financières ou avec des industriels. Ce qui est impressionnant, et en termes de ratio de dette, on arrive à combien maintenant, Didier? Là, en fait, la réponse est je rebondis sur ce que disait Agnès, ça dépend également du montage qui est préconisé, qui est mis en œuvre. Il y a une fourchette. Mais enfin, par définition, je reviens sur la définition de la BCE, la Banque Centrale Européenne, une opération effet de levier, c'est un levier qui est supérieur à 4. Donc on est sur des opérations supérieures à 4. 4 fois les l'EBITDA. 4 fois les l'EBITDA, qui est d'ailleurs aussi le niveau de rupture entre l'investment grade et le non-investment grade pratiqué par les agences de rating. Voilà, après, on voit des situations où le levier peut monter à 6. Bon, enfin, là-dessus, c'est un peu plus difficile. Après, moi, j'ai vu des transactions où des leviers tolérés encore plus élevés. Mais encore une fois, bon, enfin, ce sont des zones sur lesquelles il faut quand même être prudent. Antoine a cité quelques chiffres qui datent de ce matin, mais on le sait depuis quelque temps que 2021 avait été une année tout à fait exceptionnelle. Et les chiffres que tu as cités sont vraiment impressionnants. Voilà, donc je pense qu'il faut être raisonnable aussi. Mais parce que la dette, faut la rembourser toujours. Ça n'a pas changé, ça. Alors là, c'est une question que je pense qu'il faudrait faire un webinaire spécial sur le sujet. Faut-il rembourser la dette? Mais oui, bien sûr, la dette a vocation, en tant que banquier, je ne peux répondre qu'une chose, c'est que la dette a vocation à être remboursée, bien sûr. Très bien. Bon, on va revenir sur notre témoignage là, de Passman. Hein, comment, par rapport à ce petit débat de l'environnement, comment vous réagissez? Réagissez aussi par rapport à ces niveaux de valorisation qui sont sûrement pas ceux que vous avez connus lors de votre premier LBO. Est-ce que ça monte pas à la tête aussi, cet argent disponible et cette possibilité finalement à un moment donné de dire je vais faire du cash out et puis s'il y en a qui veulent financer, tant mieux? Je vais presque dire à Frédéric, on a raté le coche en 2021. Donc pour le premier LBO, je crois que le ratio d'EBITDA était de 4 ou 5. Un petit peu plus près du micro. Le premier LBO qu'on a fait, je crois qu'on avait valorisé à 4 ou 5 fois l'EBITDA. Le deuxième, on était à plus de 7 fois. Peut-être que... Non, le deuxième 7 fois. 7 fois. Le troisième, il a été aussi de 6 ou 7 fois. Je pense que peut-être le quatrième sera peut-être à 10 fois, j'en sais rien. Mais on verra. De toute façon, il est prévu pour 2023. Donc nous, on a déjà parlé avec notre investisseur LBO France. On a dit qu'on souhaitait embrasser tout ça d'ici 18 mois. Il y a une raison à cela. Hein, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on lance une nouvelle solution sur laquelle on a énormément d'ambition et qui va sans doute amener à avoir un actionnaire qui ait une sensibilité par rapport à cette nouvelle ouverture. Donc on verra à ce moment-là comment on sera valorisé. Mais il faut bien, ce qui est le plus important au-delà du ratio et de la valorisation qu'on peut avoir, c'est l'équilibre. L'équilibre de ce qui va être fait entre l'equity, la dette, etc., avec les différentes oscillations de dette qui sont possibles aujourd'hui en quasi-fonds propres ou pas. Mais c'est ça qui est important. Nous, on voit bien que là, on a vécu durant les 10 ans, là, on a vécu deux zones de turbulence. Une en 2016, où on a perdu et retrouvé un référencement qui était important, c'était notre plus gros client, sur lequel, bon, pour des raisons très particulières, on avait été déréférencé. Donc pour nous, ça a été une grosse... on avait à ce moment-là un investisseur qui nous a bien soutenus et on s'est aperçu que l'équilibrage des comptes était bon.
Alors qu'on n'a pas souffert, on ne s'est pas retrouvé dans une situation où on ne pouvait pas rembourser la dette, des choses comme ça. Pareil avec le Covid. Covid, ça a été quand même, nous on a été secoués brutalement, parce que notre clientèle, c'est les hôtels. Et les hôtels ont été un des secteurs les plus touchés par la crise du Covid. Et dans cette période, pareil, on n'a pas ressenti, nous, un problème pour rembourser la dette ou quoi que ce soit. On a eu une trésorerie encore très bonne, quoi. Donc vous avez toujours su maîtriser quand même votre ratio de dette sur fonds propres, votre ratio de dette sur EBITDA, pour pouvoir être tranquille, dormir et pouvoir rembourser les échéances. On est assez plus tranquille que quand on n'avait pas les investisseurs. Donc LBO, c'est effet de levier, mais ça peut être maîtrisé et ça peut être géré dans le temps aussi. N'oublions pas l'essentiel, c'est le travail, l'activité. En ce sens qu'effectivement, on a eu la chance d'avoir des partenaires financiers bienveillants, mais on a beaucoup travaillé pendant ces périodes. Beaucoup. Justement, vos partenaires financiers, donc comment ils vous ont accompagné sur ces différentes périodes? Vous avez gardé vos banquiers d'historique, vous avez changé de conseil ou vous êtes resté fidèle? Alors, les banquiers historiques, pour moi, c'était le meilleur on remercie le groupe CIC, je le dis, parce qu'on a été accompagné pendant toute cette période. Je voulais le garder pour la fin, c'était le mot de la fin. Ce sera le mot de presque la fin. Bon. C'était la moindre des choses qu'on les remercie. On a eu, ça a été un partenaire, c'est toujours un partenaire exceptionnel pour nous. On travaille en toute transparence et ça se passe extrêmement bien depuis 15 ans maintenant. Ah non, 15 ans. Donc voilà, on remercie nos partenaires bancaires. On a, grâce au LBO, il y a un point qu'on n'a pas soulevé, que vous avez soulevé Agnès, c'est le fait de créer un pack pour nos collaborateurs, un pack d'associés, le pack managériel. Donc on a associé une vingtaine de personnes à l'entreprise, ce qui leur permet d'être un poste essentiel sur la centaine de collaborateurs, ce qui leur permet d'être très concernés et de ramasser, comme je dis, la petite vis qui traîne afin de l'économiser. Pour nous, on peut dire que le LBO, jusqu'au moment où on s'exprime aujourd'hui, ça a été un succès. Je vais revenir sur un point que vous avez abordé, Antoine, c'est celui du conseil. Le conseil, il est vraiment important. Il ne se substitue donc pas aux banquiers, c'est ça? Non. C'est-à-dire que nous, quand on a choisi nos conseils, et je fais référence au dernier qu'on a eu, il y a un travail énorme, il ne faut pas négliger tout le travail qu'on doit faire en amont avant d'aller à la pêche aux actionnaires, quoi. Il est vraiment très important de bien modéliser la société, de bien comprendre où est la valeur et comment on va la présenter aux futurs actionnaires qui va investir dans votre entreprise. Et ça, c'est un gros travail. C'est pour ça que je vous dis, on vous dit 2023. 2023, c'est dans 1 an et demi. Mais nous, on sait que c'est un travail d'1 an si on veut faire les choses bien. Et comment vous allez choisir votre nouveau partenaire? Parce que finalement, vous avez changé déjà plusieurs fois d'actionnaire. Vas-y, pardon. On a changé plusieurs fois, mais à chaque fois, le partenaire précédent est resté. C'est-à-dire que quand on a fait en 2010, Ciparex est rentré, et en 2014, Actomez a pris le relais de Ciparex. Ciparex a voulu continuer avec nous. Donc il est resté. Quand on a signé en 2019 avec LBO, Actomez ne voulait pas partir. Donc il est resté aussi. Donc à chaque fois, nous, on a un effet d'accompagnement, comme ça, mais on choisit nos actionnaires en fonction, et ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'on a une exigence. Le conseil, c'est important, parce que si vous n'avez qu'une entreprise qui vous fait une offre, vous n'avez pas le choix. Donc il n'y a pas que le chèque, il n'y a pas que le montant, c'est aussi les hommes qui sont autour et ceux qui vont vous accompagner. On ne va pas forcément en plus offrant. C'est-à-dire qu'on avait eu une meilleure offre, Frédéric. On avait de meilleures offres en sur le troisième LBO, on a eu une meilleure offre. Meilleure offre, et on n'est pas allé à la meilleure offre. On est allé là où on pensait qu'on aurait la meilleure relation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est un contrat qu'on passe avec. Qu'est-ce qu'il nous apporte, qu'est-ce qu'on lui apporte. Tout ça, il va y avoir des relations. On va faire de la croissance externe. Comment ils vont nous aider. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il faut aborder. Il y a plein de questions à aborder avant avec l'investisseur qui vous rejoint. C'est un contrat d'associé quasiment. C'est pas simplement quelqu'un qui met de l'argent. Il faut véritablement qu'il accompagne l'entreprise avec quels objectifs on s'est fixés. Et comment vous vivez avec eux, avec vos actionnaires? Est-ce que vous voyez souvent? Comment c'est organisé? Alors justement, c'est là où on s'est structuré. On a un conseil de surveillance tous les mois. On fixe notre planning à l'année,
Tableau de bord. On parle de toute la commercialisation. Quelles sont les grosses affaires en cours? On est très proche parce que, comme je disais tout à l'heure, parallèlement, ils investissent dans d'autres sociétés. À titre d'exemple, LBO France vient d'investir dans un groupe qui s'appelle Onotel. C'est 140 hôtels en France. Donc, alors la première chose qu'on leur dit, c'est « D'accord, très bien, comment fait-on » Alors, ils me regardent en me disant « Écoutez, Patrick, on va attendre que la poussière retombe avant de vous adresser. » Donc, à chaque fois maintenant, je leur dis « Est-ce que la poussière est retombée ?» Bon, ça se passe bien. Mais cela dit, il y a vraiment un point précis, un point que je souhaiterais rajouter. Tout peut se faire, il faut vraiment avoir la confiance de ses banquiers pour faire ce type d'opération. On fait un LBO quand on a la confiance de ses partenaires. Ce sera pour moi pour ce qui nous concerne, c'est vraiment le mot de la fin, quoi. D'accord. Bah, écoutez, on va maintenant donc juste un petit mot pour dire à nos participants qui peuvent poser des questions via la chatbox. Donc n'hésitez pas, puisqu'il nous reste quelques minutes, à poser vos questions, ou questions soit à l'entreprise, soit aux conseils qui sont autour de la table. Dans l'attente, on va peut-être faire un petit dernier tour de table pour voir un petit peu quels conseils vous donnez aux ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés. C'est vrai que ce marché du LBO existe depuis longtemps. On voit qu'il y a différentes solutions qui peuvent être mises en œuvre. Vous êtes un cas emblématique, parce que vous avez fait déjà 3 opérations un peu différentes, une 4e en préparation. Donc ça veut dire qu'on peut goûter au LBO et puis rester sur des niveaux de valorisation raisonnables. Ça, c'est un des sujets que vous pouvez aborder dans votre point de conclusion. Je vais commencer peut-être par Antoine. Eh bien, mon mot de la fin, Frédéric l'a dit quasiment pour moi, puisqu'il a fait le discours de l'utilité d'un conseil et le fait effectivement de réfléchir assez en amont de l'opération, parce que ce sont des opérations qui ne s'improvisent pas. Donc globalement, et on l'a bien entendu ce matin, le LBO c'est un outil pour réussir une transmission ou un projet de développement de l'entreprise. Mais pour bien le réussir, il faut choisir le bon partenaire, le bon montage financier, parce que c'est comme ce qui est important, c'est que le projet d'entreprise réussisse. Et là encore, ce qu'a dit Frédéric, et je crois qu'une des valeurs ajoutées du conseil, c'est de bien connaître cet écosystème d'investisseurs financiers, de bien connaître comment il fonctionne pour les mettre en adéquation avec le projet de l'entreprise. Et comme l'a dit Patrick, pas forcément aller toujours au plus offrant, parce que ce n'est pas forcément le plus offrant qui va être le plus adapté au projet de l'entreprise, mais celui qui va le mieux répondre aux attentes des dirigeants et de l'entreprise, pour que les périodes de vie communes, qui aujourd'hui se raccourcissent, mais qui restent de 3, 4, 5 ans, voilà, soient agréables et constructives pour tous. Parce que si au bout de 6 mois, on se jette la vaisselle de famille à la figure, ce n'est pas très agréable pour les dirigeants. J'ai une question là. Est-ce que PGE et LBO, ça peut se marier ensemble? Vous aviez fait un PGE, vous, ou pas? Oui, on l'a fait. Ça se complète? Donc vous avez fait un PGE? Oui. Vous l'avez consommé ou vous l'aviez en réserve? On l'a en réserve, c'est de la prudence. Oui. Mais donc c'est bien pour ceux qui nous écoutent, et c'était pour dire qu'effectivement, c'est pas antinomique. Soyons prudents. Et puis, durant la période où on n'a presque pas travaillé, au moment des confinements, tout était fermé, nos clients étaient fermés, on avait quand même nos revenus, mais on en a profité pour faire du développement. Et ça coûte. Effectivement, c'est extraordinaire, parce que vous étiez sur un secteur le plus touché, effectivement, de l'année 2020. Et quand on n'a plus de revenus, enfin, quand les revenus baissent et qu'il faut quand même continuer à prévoir l'avenir, donc nous, on a maintenu à 100% l'activité R&D dans l'entreprise. Et tout ça pour préparer l'avenir et la sortie du Covid. Et on l'a bien fait, je pense. Didier, pardon, Patrick, oui, Patrick. Oui, c'était presque sympa parce que LBO France nous a demandé à un moment donné, faites-nous un business plan ou un prévisionnel à 0. Et voyez ce que ça donne en matière de chiffres. Alors on se regardait avec Frédéric, mais on s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas faire, en tant que chef d'entreprise... Zéro de progression. Zéro de chiffre d'affaires. Zéro. Compte tenu du fait que l'hôtellerie a été touchée de plein fouet. Et on s'est regardé avec Frédéric, on s'est dit, mais non, nous, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas faire quelque chose à 0, quoi. Effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a eu une perte de vitesse. Cela dit, on peut quasiment dire qu'on a rattrapé ce retard sur l'exercice 2021 et même pris d'élan pour l'exercice 2022. J'ai une question pour vous, donc j'en profite sur le chat. Là, c'est comment vous choisissez vos conseils pour les opérations de croissance externe? Alors, on a fait comme avec les investisseurs, c'est-à-dire qu'on en a reçu plusieurs. Ils ont pitché. Un peu appel d'offres alors. Hein. Oui, quand même, on en a reçu pour le précédent LBO. Je crois qu'on en a vu combien
Allez, dis la vérité, on a pris le moins cher. Enfin, non, on va payer plus. En fait, je vais vous dire, comme on était content de l'opération, on lui a donné plus que ce qu'il avait prévu. Vous voyez? Très bien. Donc effectivement, ça devait être un bon travail. Didier, regard du banquier sur tout ça, et un mot de conclusion, et au regard effectivement de la crise qu'on vient de traverser. Écoute, moi je crois que tout a été dit, donc je vais juste essayer d'assembler quelques idées assez simples. Moi j'ai beaucoup aimé la valeur travail, hein, mise en avant par Patrick et Frédéric, ça c'est beaucoup de boulot, hein, c'est beaucoup de travail. Et surtout pareil, quand on a un beau projet, une belle équipe, du travail, c'est vraiment le socle indispensable. Après qu'on fasse dans le cas du LBO, c'est particulièrement flagrant parce qu'on met quand même l'entreprise un peu sous tension en termes d'endettement, parce qu'on est sur des leviers supérieurs à 4, donc par définition, on crée un peu de tension financière. Donc ça renforce effectivement la nécessité d'avoir un socle, un projet solide. Après, voilà, donc un beau projet, une belle équipe, beaucoup de travail, et un bon entourage, un bon accompagnement. Je crois que ça aussi, le témoignage était assez flagrant de Frédéric et Patrick sur ce sujet. Bien choisir ses conseils, être en confiance dans la durée. Parce qu'effectivement, on peut traverser des périodes compliquées. Enfin, le Covid est quelque chose quand même qu'on n'avait jamais vécu. Enfin, le chiffre d'affaires à zéro, voilà, et quelques-uns effectivement ont dû subir cette prévision. Comme tu l'as dit, Guérec, le PGE a fait ce qui est nécessaire pour essayer de combler les besoins. Mais voilà, donc ça démontre bien encore une fois que rien ne se passe comme on le prévoit. Et que donc, quand rien ne se passe comme on le prévoit, la seule solution pour s'en sortir, c'est l'agilité, c'est la confiance en soi, c'est se sentir soutenu et accompagné. Et ça permet de traverser les épreuves. Le LBO n'échappe pas à la tendance. Donc, je dirais, quel que soit si je prends une analogie un peu maritime, quelle que soit la météo, il vaut mieux sortir en étant préparé. Voilà, c'est ça, ce sera le mot de la fin pour moi. Merci Didier. Agnès, alors, le mot de la fin? Le mot de la fin, je voulais réagir en fait sur la valeur aujourd'hui des entreprises où on dit donc effectivement les multiples sont de plus en plus élevés. Mais Patrick a dit ce qu'il fallait par rapport à ça. Il a parlé du travail et en fait, quand on valorise l'entreprise, donc la VE, en fait, c'est un multiple multiplié par l'EBITDA. Donc, on donnera de la valeur aux multiples si on a confiance en fait dans l'EBITDA et dans la croissance de l'EBITDA, dans la façon dont lui-même en fait va s'améliorer. Et pour cela, l'équipe est importante, le dirigeant est important par rapport à cette création de valeur que l'on retrouve au sein de l'EBITDA. Et les indicateurs de performance que tu soulignais, Didier, parce qu'on peut sortir par tempête, les indicateurs de performance, quand on les maîtrise, en fait, ça permet de s'adapter. Et on est dans des métiers, il faut le reconnaître, où on peut quand même être très imaginatif. Et c'est vraiment le plaisir, en fait, de nos métiers, c'est que quand on se parle vrai, on arrive à trouver des solutions, des choses qui n'existent pas, et à être performant grâce à cette imagination. Merci Agnès, je pense qu'on a fini notre tour de table. Il y avait une dernière question là, qui nous arrive sur le chat. Là, c'est croissance externe, s'inscrit-elle toujours dans la stratégie de l'entreprise? Ça dépendra des opportunités, mais oui, ça reste un sujet qu'on étudiera à chaque fois si on y trouve un intérêt. Et l'international encore plus, non? Après la Belgique, c'est quoi le nouveau pays? Ça pourrait être l'Italie, ça pourrait être l'Espagne, voilà. Donc il y a des projets en cours. Chut, chut. Simplement, ce que j'aurais souhaité rajouter, et après je me tais, je ne dirai plus rien, soyez limpides avec vos partenaires, vous aurez leur bienveillance. Et je m'adresse à mes confrères chefs d'entreprise. Très bien, merci. Mais écoutez, merci pour ce tour d'horizon sur les opérations de LBO. Je pense que c'était opportun dans l'actualité. Même si effectivement on a beaucoup parlé de cash ces derniers mois, je crois qu'il est important de parler de fonds propres, de transmission, de croissance, de développement, et on est bien sur 2022 sur cette phase de développement et de croissance. Et donc le LBO peut être un outil dans la palette des entreprises avec, bien sûr, vous l'avez compris, beaucoup de conseils autour. Donc merci à tous. Juste un petit rappel par rapport à Lyon Place Financière pour vous dire que, et ça c'est Roland qui me regarde de loin, pour vous dire qu'il y a une super biennale business et droit qui est organisée le 29/11/2021, donc c'est bientôt à l'UCLI. On vous attend nombreux, c'était un très beau programme que je vous laisse découvrir sur le site de Lyon Place Financière avec des intervenants de grande qualité. Regardez, vous pouvez venir d'une façon fractionnée parce qu'il y a beaucoup de conférences.
mais c'est une grosse organisation et donc j'ai vu, moi, pour y avoir un tout petit peu travaillé, qu'il y avait un très gros travail et une très grosse valeur ajoutée. Donc venez nombreux, de toute façon vous aurez de l'information sur la newsletter de Lyon Place Financière, venez sur le site aussi et vous pourrez revoir effectivement, pour ceux qui ont vu tardivement ou qui ont été obligés de partir en cours de route, le replay sur YouTube. Merci à tous et bonne journée.